Hello, c'est Berial pour BGP Music Live, Tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? bien sûr. Donc Berial, c'est un groupe de black metal hétéroclite qu'on a formé à l'occasion de la pandémie. On a essayé de mélanger différents pans du métal extrême, que ce soit du black atmosphérique, ambiant, avec un peu de death sympho. On a vraiment essayé de mélanger pas mal de styles différents. Et c'est l'association de trois personnes. À la base, effectivement, c'était une idée qui a germé dans ma tête. J'ai tiré profit du premier confinement. Donc, et j'ai été rejoint par deux acolytes, Elson, qui est présent avec nous aujourd'hui, et le deuxième guitariste, Tramgeist, qui n'est pas disponible aujourd'hui et qui habite en Bretagne. Ok. La pandémie, c'était un temps à black metal. Ouais, c'était intéressant, ouais, parce que ça fait ressurgir beaucoup de choses. Tu es en introspection, tu te poses des questions. Et ça faisait quelques années que Elson et moi, on avait un groupe, il y a plus de 15 ans de ça, au lycée dans notre Alsace du Nord. Et on faisait plutôt du rock metal. Et j'ai toujours eu des aspirations assez métal extrême. Et du coup, la pandémie a fait qu'on avait un peu de temps et j'ai commencé à écrire quelques chansons. Je me suis adjoint les services de Tramgeist. Et ensuite, durant l'été 2020, et à la sortie de l'été, voyant qu'il nous fallait quelqu'un qui a un bon background musical, du coup, j'ai sollicité Elson qui nous a rejoints. Et en fait, on a fonctionné, temps de pandémie oblige, quasiment exclusivement à distance. Tu peux me parler de la direction artistique hétéroclite du groupe? Parce que l'album est vraiment quasiment une compilation des fois. C'est un peu ouais, ça pourrait être éventuel, ça peut être l'écueil. C'est pour ça que c'est vraiment un premier album. On a essayé de jeter une pierre dans la mare. En fait, pour te répondre, je dirais qu'il y a deux éléments à prendre en compte. C'est déjà les aspirations de chacun des membres. Elsot, par exemple, a un background qui est pas nécessairement extrême, qui est vraiment plus orienté hard rock, prog, des trucs qui vont de Dream Theater en passant par Guns N' Roses, des trucs assez mélodiques. Et quand il s'intéresse à du métal extrême, enfin, tu me diras, Elsot, c'était OK, mais il adore des groupes comme Calisia, des groupes qui vont vraiment essayer de faire des choses très élaborées, très longues, très prog. Moi, à contrario, je suis vraiment un fondu de black et sludge. Et les différents courants du black metal, ça peut être autant le dépressive que le black brutal, que toutes ces nouvelles tendances, post-black, etc. Et Tramgeist, lui, il aime le bruit. En fait, le style, il s'en fout. Si ça fait du bruit, il est content. Donc, quand tu essaies d'adjoindre deux extrêmes comme Elson d'un côté et Tramgeist et moi au milieu, en fait, ce qu'on a essayé de se dire, c'est qu'on garde une structure, une base musicale qui soit quand même assez black. Donc, ce que j'entends par là, c'est beaucoup de double pédales, c'est des guitares qui se veulent plus atmosphériques, plus dans l'ambiance, plus atmosphérique que réellement agressive ou dans l'expressivité d'un riff. Et là-dessus, notre prod Edgar nous a pas mal aidé. Et en fait, une fois que tu établis une ambiance générale, tu peux te permettre de rajouter des ingrédients un peu différents, de rajouter des claviers un peu sympho, de rajouter même parfois des ambiances un peu rock avec des orgues, etc. Mais la ligne directrice qu'on a essayé d'avoir, c'était un petit peu l'ambiance, si tu veux. Et c'est pour ça qu'on arrive sur ce résultat black hétéroclite. Mais c'était déjà la tendance avec Elson dans notre premier groupe il y a 15 ans, c'était déjà la tendance. On faisait du rock metal, mais on mélangeait de l'électro, du reggae. On a du mal en fait à se contenir par rapport à toute la musique qu'on aime. Après, c'est le premier album, c'est un laboratoire. L'idée, ce sera pour la suite d'essayer de trouver un univers plus circonstancié, plus ciblé, quoi. D'accord. Là, t'as l'album Enfant de Putain qui est sorti le 5 mai. Et justement, je trouve que la pochette est un peu en reflet de ce qui se passe aujourd'hui, avec la loi anti-IVG aux États-Unis. C'est des choses comme ça qui peuvent se reproduire. Disons que l'idée, ouais, tu as raison, ça t'a passé juste pour notre entretien aujourd'hui, mais l'idée, en fait, dans Enfant de putain, alors c'est vrai qu'on n'est pas un groupe engagé, je dirais pas ça, mais on parle pas d'Heroic Fantasy et on parle pas de Satan qui va enculer la Vierge. On essaie de parler plus de sujets de société et c'est vrai qu'en fait, le constat, c'est que pendant la pandémie, tu voyais que le monde était arrêté et qu'on était tous frustrés et enclavés à cause des 30, 40 ans d'ingérence écologique, capitalistique. Enfin, j'ai pas fait un cours de philo, mais en gros, on voyait que c'était ça. Et puis, tu entendais des mecs à la télé qui disaient, bon, alors, dès qu'on a fini le confinement, on relance comme en 40, quoi. Et tu te rends compte que on est en train de baiser la planète pour la génération suivante. Et donc, enfant de putain, les gens le voient comme ça vise un enfant. En plus, moi, au moment où on est sorti du studio, j'ai eu mon premier enfant. Mais en fait, non, c'est une dénonciation
la société au-dessus. Et en fait, tu arrives à des gens de notre génération qui se disent est-ce que je vais envie de vraiment faire des enfants dans le monde qu'elle a. Donc, on est un peu dans des sujets black metal, c'est-à-dire que le nihilisme devient une forme de raison gardée et de se dire on ne peut pas continuer à se multiplier parce que on a une capacité collective à faire de la merde qui est assez exponentielle et assez soudée. Donc, c'est un peu ça le sens d'enfant de putain. Et puis, en plus, c'est vrai que, comme dit, ça faisait 15 ans que on avait envie de faire un peu de métal extrême. Donc, on s'est fait plaisir. On a repris les poncifs, le nihilisme, l'anti-humanisme, on déteste tout le monde, etc. Mais avec un petit message en filigrane au-delà des paroles qui sont assez clichés par moment et c'est volontaire, c'était pour se faire plaisir, quoi. T'es aussi écrivain, et comment ça se passe ta méthode d'écriture pour écrire tes textes pour Burial? Alors, je pense que Elsa rigolera parce que il m'a vu en écrire certains. En fait, c'est un peu ma récréation. C'est-à-dire que Elsa a un groupe à côté pour lequel j'écris les textes, où je passe un temps fou, je réfléchis à ses lignes de chant, j'essaie vraiment de coller le nombre de vers avec ce qu'il a imaginé comme chant, de faire des rimes, etc. Dans Burial, pour être honnête avec toi, c'était un peu, je me faisais plaisir. C'est-à-dire que je me prenais pas la tête, j'écrivais comme ça venait. Parfois, j'avais envie de mettre, tu vois, Slaughter Through the Dusk of Human Disillusion, c'est le titre insupportablement long, mais si tu regardes les premiers Emperor, les titres ils font deux lignes. Et j'avais envie voilà, c'était un côté un peu nostalgie. C'était encore une fois, c'était le gamin que j'étais, hein, est ressorti pendant, tiens, le gamin enfant de putain est revenu pendant cette pandémie. Et du coup, je me suis fait des plaisirs. Donc, pour être honnête avec toi, autant certains textes comme Le Prix d'un Val Martyr, il y a eu un travail d'écriture un peu plus fort avec des rimes, j'ai compté le nombre de vers, etc. On est entre des alexandrins et des huitains, etc. Autant sur d'autres textes, ça a été écrit en 3 minutes. Et en fait, on a une technique avec Elsat, je lui fais, tu trouves que ça passe? Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Et t'as aussi une manière assez cathartique de chanter, par exemple, sur Enfant de putain, avec tes crèves, sale pute. Alors, pour être honnête, c'était pas dans les maquettes initiales. C'est vraiment venu en studio, parce que c'est vrai que l'expérience studio, c'était la première fois pour ma part qu'on était vraiment dans un vrai studio. On avait travaillé déjà avec des producteurs, mais c'était il y a 15 ans, et à l'époque, c'était GarageBand, tu étais dans la chambre du mec, c'était un peu différent. Là, le Lower Tone Space Studio d'Edgar Chevalier, c'est une vraie structure. Et dans sa cabine de chant, il y a une ambiance. Même s'il fait jour dehors, tu as l'impression que tu es au milieu de la nuit dans un petit chalet, au nord de la Norvège, dans les Lofoten. Et on avait en fait calé les prises de chant, si tu veux, sur des après-midi complètes, quatrième et cinquième jour, et pour avoir vraiment toute la musique et pouvoir rentrer dans l'ambiance. Et Enfant de putain, c'est une des dernières qu'on a faites. Et déjà, cette chanson, on l'a écrite, Elsa, tu l'as écrite en 5 minutes devant moi, musicalement. C'était totalement une impro et qu'on a enregistré au fur et à mesure, ça nous a plu. Et du coup, dans le chant, il y a eu cette même approche. Les lignes principales étaient écrites, mais sur les breaks, en fait, c'est à la 13e prise que j'avais pas envie de m'arrêter. Je rentrais dans une espèce de dynamique, une espèce de transe, et que le truc, il est ressorti, quoi. C'est pareil pour les aboiements, c'était pas quelque chose qui était anticipé, mais à ce moment-là, c'est presque une chanson qui est complètement live dans son esprit. C'est-à-dire qu'en fait, si demain on devait l'interpréter sur scène, on ferait peut-être des choses différentes d'un soir à l'autre parce que c'est un truc où tu te laisses porter. Il y a 3 riffs, des grosses couches de clavier et après le reste, c'est l'interprétation. Donc, effectivement, ce chant-là, l'idée est venue, il y a eu une prise et c'est là qu'Edgar nous a aidés parce que quand on avait des idées comme ça, on se disait est-ce que ça vaut le coup ou pas. Edgar, il va te pousser. Puis, si elle n'est pas bonne, on la garde pas. Et en l'occurrence, celle-là, on a dit banco, quoi. Et juste après, on passe à la naissance du pire, qui sonne un peu Ghost. Ah, tu vois du Ghost, toi? Un peu le côté atmosphérique. Avec les claviers, je vais peut-être laisser répondre plutôt L7 parce qu'en l'occurrence, c'est lui qui l'a, comme Enfant de putain, qui les a écrites intégralement. C'est les deux titres qu'il a écrits intégralement. En gros, moi, je lui ai envoyé en fait, ce qui existait au départ, c'est le break de piano. Une idée qu'on a depuis dans notre ancien groupe encore à l'époque. Donc, c'est pour te dire, ça remonte à 2005-2006. Je lui ai envoyé ça et je lui ai dit, bon, maintenant, il faut qu'on le mette dans une chanson. C'est ça le cahier des charges et je vais lui laisser raconter la suite. Ouais, effectivement, c'était une méthode de travail un petit peu étrange. C'était sympa à faire aussi. Donc, c'est Jérémy qui proposait certains thèmes au clavier sur lesquels il fallait que je place des riffs de guitare. C'était assez intéressant parce que, comme disait Jérémy avant, ma vision de la musique est assez différente de la sienne et de celle de Pierre encore plus. Et
Et tout s'est fait de manière assez instinctive. Je proposais des riffs, je proposais des choses. Ça plaisait, on gardait. Ça plaisait pas, on changeait, on passait à autre chose, jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaisait à tous, quoi. Et du coup, effectivement, tu disais effectivement ce côté un peu ghost. Cédric est venu avec des riffs assez death and roll, tu vois, assez groovy sur ce morceau-là, alors qu'il y avait un gros break de piano. Donc, en fait, ça part d'un break de piano. Ensuite, on est resté dans la même harmonie, dans les mêmes gammes. On a utilisé la quinte, la dominante, pour arriver sur ces riffs groovy. Sauf que là, du coup, pour associer un break de piano avec des gros riffs death and roll groovy, on a rajouté des claviers un peu à la Dimmu. Des bonnes couches de gros claviers, et c'est ce qui a fait un peu le lien. Et en fait, c'est vrai que c'est ce fonctionnement un peu en ping-pong. Tu as des morceaux qui ont été intégralement écrits par Cédric, donc ceux que j'ai cités. Il y en a d'autres que j'avais intégralement composés au piano. C'est le cas de la suivante, Life is Sacred, qui a intégralement pensé au clavier et au piano. Lui a rajouté en fait des riffs avec certaines fois des idées que j'avais déjà pressenties en l'orientant. Et sur d'autres, je lui disais, vas-y, sors, je te donne la grille d'accords, tu vois le thème de clavier, et puis s'il faut qu'on le rebosse, on le rebosse, et ça vient comme ça. Et c'est vrai que du coup, ce côté un peu patchwork, que tu disais, Virgile, un peu au début, où on a un côté compilation, je suis assez d'accord. C'est vraiment un laboratoire. À ce stade, il y a un côté compilation. On part d'un riff, d'un thème de piano. Derrière, on met un gros refrain qui balance bien. On remet les claviers qui vont permettre de faire la jonction avec le pont et la fin. C'est vraiment en fait cette faction de composer. Je pense qu'à terme, on ne va pas rester, c'est ce qu'on se disait avec Cédric et avec Edgar aussi à la fin de l'enregistrement. Sur le prochain effort, je pense qu'il n'arrivera pas tout de suite, on va se prendre un peu de temps de recul, parce que ça a été très spontané tout ça. Je pense qu'on fonctionnera différemment. Mais tu nous demandais un peu comment on travaillait dans la composition, pour vraiment t'expliquer la genèse. En gros, le premier confinement, j'avais à peu près 5 titres que pour le coup, j'avais écrit plutôt à la basse. Donc, c'était même pas des riffs, c'était plutôt des lignes de basse et des tempos que je suis allé travailler avec donc le troisième membre qui est donc moi je suis en Île-de-France, Elsod il est en Alsace, le troisième membre il est en Bretagne. On est allé s'enfermer pendant 4-5 jours à l'été 2020 pour essayer de maqueter 5 titres. Mais quand je te dis maqueter, c'est on se filmait au téléphone une version où moi je faisais basse et l'autre faisait guitare et une autre version où il faisait guitare, moi chant, juste pour garder les idées. À la sortie de l'été, je me suis dit il nous faut quelqu'un d'un peu plus structuré, donc j'ai contacté Cédric qui était chaud pour nous rejoindre. Du coup, j'ai fait 2-3 week-ends en Alsace entre septembre et octobre 2020. On a répété une seule fois tous les trois en Bretagne, dans notre QG près de Brest. On s'est enfermé 4-5 jours. Bon, c'était un peu con parce que c'était fin octobre, donc il y a eu le deuxième confinement, donc on a été en plus amputé de cette séance de travail. On s'est mis un peu tous les trois. Et en fait, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est dès qu'on a fait rentrer Elsod dans la boucle, lui, il travaille sur Cubase systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment pas fait de buff. On n'a même jamais interprété un morceau de tous les trois. Je suis même pas sûr qu'on saurait le faire. Il faudrait qu'on bosse vraiment. En fait, un venait avec une idée, on testait pour voir si ça sonnait et direct, on l'enregistrait sur Cubase. Donc, on a vraiment fait en fait des sessions de composition et pas, je dirais, de répète ou de buff. Donc, on a fait ça tous les trois. On avait à ce moment-là déjà l'idée de 7-8 morceaux. Et en février 2021, je suis venu voir Cédric chez lui, là où tu vois, la House of Horror, dans le nord d'Alsace. Et on s'est enfermé pendant 7 jours. Et on faisait des séances de 8h30, 9h du mat jusqu'à 2h. Et à l'issue de cette session, en fait, on a eu 10 titres. Et d'ailleurs, en fin de putain, on avait un jour de rab, on avait pris de l'avance sur notre planning, et c'est comme ça on s'est dit, allez, on en rajoute un, on fait enfant de putain. Et quand on avait maquetté ces 10 titres, on a commencé à essayer de démarcher des labels, donc qui n'était pas l'approche, je pense, la plus pragmatique, parce que bon, on n'avait pas de batterie, on avait mis une espèce de boîte à rythme infâme, enfin, on était un peu en schlag, mais ça valait quand même le coup parce qu'on a démarché un petit label à ce moment-là qui avait signé, je crois, Nature Morte, Néfaste et June, et c'était le label sur Saturn. Et en fait, ils nous ont dit, bon les gars, non, ça va pas être possible. En revanche, travaillez votre sujet et on vous donne un contact, et c'est Edgar. Et c'est comme ça que du coup, on a pu contacter Edgar et booker la séance en studio en novembre 2021. Et donc, si tu regardes, en fait, Elsod et moi, on s'est vu 4 ou 5 fois. J'ai vu 2 fois Traumgeist et après, on a foncé en studio. Donc, il y a aussi c'était vraiment un truc qu'on voulait spontané, qu'on voulait finir tôt, parce c'était un plaisir, qu'on avait envie de se faire un kiff. Maintenant, clairement, on ne travaillerait pas comme ça pour un deuxième album. Et du fait de la distance, on sait qu'on ne pourra pas en sortir un en un an, enfin, grosso modo, si tu veux. Donc, on a fini l'enregistrement fin novembre. Tout a commencé en mars 2020. Tu vois, il s'est passé 1 an et demi en se voyant quasiment jamais. Pour un deuxième album, ce ne sera pas le but. Ce sera de gagner en maturité. Ce sera de vraiment réfléchir à l'orientation qu'on veut donner, pas repartir partout. Mais voilà. Mais donc, c'est vraiment... C'est une méthode de travail vraiment orientée. On a une idée, on la ponce. Si elle nous chauffe, on y va, quoi. Et Edgar nous a dit clairement,
pour un premier essai, why not? C'est presque un IP un peu full length que vraiment un premier album, mais il faudra un peu gagner en structure et en méthodologie, quoi. Et Edgar, il a apporté quoi à la production par rapport aux maquettes que vous avez fait? Un son, très clairement, parce que quand je te dis qu'on y allait comme des pirates, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il me pose une question, il me fait, oui, donc alors en termes de mix, de mastering, machin, je fais, bah, t'appelles quoi le mix? Quand on a fini à 23 heures de nos sessions, qu'on est en train de finir de bouffer et que je dis à Cédric, oh, mais un peu plus de clavier, oh, la basse, elle schlingue trop, basse là. Je dis, c'est ça notre vision du mix et c'est ça qu'on t'a envoyé. Donc il a dit, OK. Mais je pense que l'exercice l'a fait sourire parce que nous, on lui a dit, voilà, on n'a pas une ambition mal placée, on a vraiment envie de se faire kiffer. Moi, ça fait des années que je rêvais de faire un album de métal extrême, qu'à force de poncer des concerts, je me disais, allez, moi aussi, j'ai envie. Donc, la pandémie là-dessus a été plutôt positive. Et du coup, en fait, Edgar nous a déjà amené un son. Donc, en fait, on devait enregistrer à la base en septembre, mais Cédric a eu un accident de moto, donc on a repoussé, mais c'était pas mal parce qu'il nous a dit, réfléchissez à des prods. Et tu vois, au niveau du son, qu'est-ce qui nous intéresse? Et à un moment donné, on est tombé sur Aklis. Aklis, on a vraiment aimé, là, moi j'ai surtout le dernier album, mais les deux sont excellents. Ce côté dans le son hyper oppressant, compressé, tu n'as pas un espace de respiration, ça te prend vraiment à la gueule. La batterie, la guitare, tu as l'impression que c'est sur la même couche. Et en fait, ce qu'on disait à Edgar, c'est justement, on a énormément de claviers, mais à la rigueur, si dans le son final, on ne les entend pas, c'est pas grave, c'est juste pour ramener ce côté compressé. Donc Edgar, il est parti de ça. Il nous a fait travailler d'abord sur la programmation des batteries. Et en fait, on n'aurait pas du tout pensé à travailler comme ça. Nous, on compose et ensuite on rajoute la batterie pour que ça fitte. Et en fait, en retravaillant la batterie, on a quasiment pété toutes les lignes de basse. On a refait quasiment toutes les lignes de basse. Et d'ailleurs, du coup, elles sont à part un ou deux morceaux sur lesquels je joue quelques parties au doigt, c'est quasiment que Cédric qui les a interprétés. Donc, on a vraiment fait batterie basse. On avait les structures de clavier qu'on a gardées. C'est la seule chose qu'on a gardée de nos maquettes, c'est toutes les pistes de clavier. Ça gardait un peu, si tu veux, l'orientation en termes des ambiances. Et là où il nous a vraiment fait travailler différemment, c'est que c'est cette méthode qu'ils ont certainement dans Dalp, qui nous expliquait, c'est comme ça qu'ils ont leur son. On avait nos riffs. Et si tu veux, sur certains morceaux, on a carrément enlevé le riff de base parce qu'il nous a fait rajouter des couches de son, de reverb, d'ambiance, au point où le riff initial n'avait quasiment plus d'utilité. Il a vraiment eu cette approche de dire, vous composez essentiellement au clavier sur plein de morceaux, et après, en fait, vous oubliez votre clavier et vous repartez sur un riff. Non, restez sur l'ambiance. Et en fait, à la rigueur, votre riff de base, ça te donne ton harmonie, ça te donne ton spectre au niveau des gammes, mais après, tu t'en fous. C'est l'ambiance. Et en fait, c'est là où, même si on part dans pas mal de directions, tu as quand même un petit fil rouge qu'on peut esquisser au fur et à mesure des écoutes parce qu'il nous a gardé cette côté ambiance. Tu vois, les titres de la fin sont vraiment, tu vois le côté un peu black and roll, qui était ce qu'on avait fait au départ avec Tramgeist, à la Glorious Belly, etc. Mais en rajoutant les claviers, en rajoutant les sons, même sur Slaughter Froth, qui est vraiment des riffs un peu basiques, on a quasiment des riffs à la Hellhammer, tu vois, vraiment des 13 années 80 proto-black. En fait, avec le son qui nous a ramené, les couches de dissonance que Cédric a rajouté dessus, il nous a amené cet esprit. Et aujourd'hui, en fait, on a à peu près déjà 25 minutes de musique de côté, qui sont soit des chutes, soit des nouveaux morceaux. Et on commence, quand on s'envoie des idées par téléphone, en l'écoutant même comme ça, avec un son schlag, on imagine déjà le truc. En fait, on se dit, OK, on pourra amener ça. Peut-être que là, il y aura même que du clavier. Voilà. Il nous a amené ce côté. On veut faire de l'ambiance, mais en fait, on s'oublie, on se perd dans le riff. Et lui, il nous a dit, restez sur l'ambiance. On reste concentré sur l'ambiance. Donc, il nous a amené ce son et cette perspective. Et c'est au niveau du chant, ça n'a rien à voir. Je ne pensais pas arriver à sortir des gueulantes comme ça. On a réussi sur la cinquième chanson, il y a un mix d'Elsod et de moi sur le premier couplet, où il y a nos deux voix qui se mélangent. Ça, c'était vraiment, c'est un professionnel, hein, ça n'y a pas la peine de revenir dessus, mais tu vois vraiment la différence. En fait, il te fait sortir un truc que tu ne pensais pas en entrant en studio, on ne pensait pas ressortir avec ce produit-là, très clairement. Et il nous a poussé dans l'interprétation aussi. C'est-à-dire qu'autant il m'a poussé moi dans la guitare pour chercher effectivement un petit peu ces atmosphères, et puis surtout Jérémy, il l'a poussé dans l'interprétation du chant où vraiment Jérémy s'est surpassé, quoi. Je pensais pas qu'il arriverait à sortir un truc comme ça, et je pense que c'est vraiment aussi grâce à l'ambiance et au bon conseil d'Edgar. Ok. Il y a les claviers aussi qui sonnent assez film d'horreur des années 80 Sur la dernière, sur certaines chansons. Même aussi sur un peu Enfant de putain aussi. ouais. 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 Ça fait un peu Freddy, tu vois. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, moi, au-delà du black, j'aime bien les trucs un peu kitsch. Les groupes un peu genre Abyss Griff, le groupe italien de Horror Doom Black, où c'est très très kitsch. On n'en a pas peur.
On n'en a pas peur. Et pour te dire, je travaille sur un clavier qui est toujours le même que quand on avait notre groupe au début, qu'on a fondé au début des années 2000. C'est un Yamaha 1500. Donc, si tu veux, là, il est sorti ce modèle-là au début des années 2000. Donc, autant te dire que la banque de son, elle date plutôt de la deuxième moitié des années 90. Mais au final, ouais, c'est un son qui, malgré ce côté un peu old school, Edgar a amené ensuite derrière un grain. Il a quand même réampé toutes les parties de clavier. Mais il y a un côté un peu old school parce qu'au départ, pendant la pandémie, moi, je suis un bassiste, mais j'ai 3 mains gauches à la basse. Donc, ce que j'arrivais, quand je te disais elle a meurt, c'était pas forcément une ambition. C'est juste que ce que j'arrivais à peu près à sortir avec ma basse, sachant que j'aime aussi un peu le doom, le sludge à la Headgun, donc des trucs un peu cralingues. Et en fait, on est parti. La basse, c'était ça musicalement qu'on avait. Et avec Elsod, qui lui est un vrai musicien et a des projets assez sérieux, il nous a permis vraiment d'aller au-delà, mais on n'a pas effacé, tu vois, les intentions premières. On a gardé. Et puis je te dis, Trump Guy, lui, il aime le bruit, quoi. On était au Rockin' Bourlon et il a trouvé que Godflesh, c'était incroyable, tu vois. Il m'a dit, peut-être ça vaut pas bien d'être en live, mais tu vois, Godflesh, c'est 3 thèmes avec un poum, 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 mais c'est des claviers qui me parlent. Donc on a voulu garder un peu ce côté, ce côté un peu presque désuet, quoi, mais qui fait un peu marrer parce qu'on est un groupe de black, mais on se marre surtout pas mal. On a un propos qui est sérieux, mais voilà, encore une fois, il y a eu du plaisir, quoi. Et par rapport à la citation à la fin d'Enfant de putain, on va tous crever, malade de crever. C'est une façon de, tu vois, là, on retombe dans les poncifs un peu black, mais je trouve qu'ils sont vrais, quoi. C'est-à-dire que on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. On s'autodétruit par cette espèce d'hubris qu'on a. Tu vois, en fait, on parle de religion, la religion, mais en fait, c'est juste Dieu, c'est nous qui nous divinisons nous-mêmes, en fait. Les groupes de black au départ étaient dans le satanisme, etc. Mais le satanisme, en fait, c'est exactement comme la religion chrétienne, la religion musulmane, juive, ce que tu veux. C'est à chaque fois, en fait, mettre l'homme au centre. Et je pense qu'en fait, on se rend compte que nous, on a une finitude. On a une finitude absolue et on est en train de l'accélérer. Donc, c'est ça que je veux dire par nous méritons de n'avoir jamais existé. C'est que notre histoire, c'est quelques milliers d'années sur des millions d'années d'existence de la planète. Et on ne parle même pas de l'univers. Et en fait, au moment où m'est venu ce texte-là, c'était en février 2021. Je crois qu'on était vraiment c'était la toute fin de l'enregistrement. On était un peu à bout. Et je ne sais plus, je suis allé au chiottes. Et moi, j'aime bien lire au chiottes. Et je voyais les espèces de satellites que Elon Musk voulait envoyer dans le ciel. Et on les a vus, en fait. Je crois que c'était quelques mois plus tard, je les ai vus. Tu avais l'impression que tu étais dans Mars Attack, tu vois. Tu les voyais passer dans le ciel. Et en fait, tu te dis, on n'a pas assez pourri la planète qu'on est en train d'attaquer le ciel. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut se regarder en face et se dire, soit on change, soit on s'éclate la tête contre un mur. Bon, nous, on fait du black metal. On avait beaucoup de double pédale, donc on est plutôt parti sur cette option-là. Et c'est quoi la thématique de la naissance du pire qui est en 2 parties? Ouais, alors ça, si tu veux, à la base, c'était un texte que j'avais écrit comme tu le mentionnais, effectivement, j'écris des bouquins à côté. J'avais une collab avec un artiste qui est vachement orienté sur l'art africain et on voulait essayer de faire un livre, en fait, un livre avec ses travaux artistiques et des textes de ma part sur, en fait, c'est l'histoire de la migration, partie 1 et 2. En gros, si tu veux, dans la partie 1, tu vois le passage d'un migrant. Alors, c'est de manière très imagée, hein, le chaperon-lace, etc. Mais en fait, ça raconte l'histoire d'un migrant qui passe la Méditerranée et qui, évidemment, n'arrive jamais de l'autre côté. Et en fait, j'ai voulu le faire à rebours. C'est-à-dire qu'on peut se dire la naissance du pire, c'est le fait de traverser la mer. Tu te souviens, en 2015, quand ils avaient retrouvé le corps de cet enfant sur le rivage, on était là, genre, à condamner le fait de prendre tel risque pour passer la Méditerranée, etc. Mais en fait, il faut peut-être se poser, au-delà même d'accepter l'accueil, je suis pourquoi, je suis plutôt pour, c'est de se poser la question, c'est pourquoi il prend un putain de bateau de merde et il va essayer de venir chez nous, sachant qu'en plus, chez nous, tu vas dans le 18e arrondissement, c'est pas très accueillant. En fait, c'est du coup remonter en arrière et c'est dans la partie 2 qu'on raconte ça. En fait, la partie 2, si tu veux, les hordes approchent au son des tambours. En fait, ça raconte l'attaque de villages en Afrique subsaharienne par des troupes de djihadistes. On pense évidemment au Mali, on pense à plein de pays dont on n'entend pas parler, le Soudan, etc., où il continue d'y avoir des génocides actuellement. Et on en entend, nous, en Europe, très, très peu parler. C'est-à-dire qu'on voit les migrants arriver, mais on n'essaie pas de se poser les questions de mais pourquoi ça part? D'où en fait le sens de naissance du pire. Mais je l'ai fait en fait de manière antéchronologique, c'est-à-dire qu'on commence par la traversée, c'est partie 1, qui est d'ailleurs en plus très, 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 tu vois, le côté sympho, le côté death and roll, je trouvais que ça fitait bien parce que t'imagines une grande traversée des Européens au XVIIe siècle, au XVIe siècle qui découvraient le monde.
Tu vois, c'était un peu empoulé, sauf que là, en fait, non, je raconte un gamin qui est sur un petit bateau gonflable pourri qui va se cracher. Et en fait, du coup, ensuite, on revient dans la partie 2, qui a un côté un peu Bluetooth North sur le break, qui est voulu, de dire dans quel enfer, tu vois, pour pas citer le berceau des ordures d'où il vient, mais c'est un peu ça, il vient d'un enfer, donc il peut chercher qu'une sortie. Et c'est ça, en fait, l'idée de naissance du pire. Ok. Est-ce que tu as des projets de scène? Aujourd'hui, Berlial, en fait, c'était un peu l'idée de départ. C'est très honnêtement, on pense rester un groupe purement studio pour plusieurs raisons. Déjà, techniquement, effectivement, on est éparpillé sur la France alors qu'on n'est que trois. Ça, c'est la première difficulté logistique. Et la deuxième, c'est qu'en fait, en interprétation aujourd'hui sur scène, alors tu as beaucoup de groupes qui jouent avec des bandes et je respecte ça. Mais nous, c'est pas notre cam. Quand on jouait à l'époque, il y avait beaucoup de claviers aussi, mais on pouvait les interpréter parce que ça te permet d'improviser, ça te permet de pas être au clic, etc. Or, aujourd'hui, avec ce qu'on a sorti, soit on enlève une grosse partie des claviers ou on réajuste, mais ça enlèverait en fait le rendu musical. Donc, c'est pas un nom définitif, mais je pense que la prochaine étape, ce serait pas l'interprétation sur scène, ce serait avant tout de produire un deuxième effort pour essayer de voir vers quoi on tend. Et peut-être aussi, parce qu'au départ, encore une fois, ce projet, on s'est dit, on essaie de sortir un premier IP et on voit ce que ça donne. Et ce sera peut-être même la fin du groupe juste après, tu vois, l'ancienne des groupes de blagues des années 90. Au final, on a un peu des envies d'aller un peu plus loin que ça, mais on voudrait d'abord recréer un deuxième répertoire de chansons qui définirait vraiment une direction artistique un peu plus claire, moins spontanée et plus réfléchie. Et peut-être que c'est à ce moment-là que le step de la scène serait pertinent. Mais pour l'instant, tu vois, si on allait sur scène, ce serait un peu bordélique en plus, tu vois, de créer le lien entre tous les trucs. En fait, on s'est pas contraint. Tout ce qu'on a fait en studio, on s'est dit, si on doit mettre 4 voix, si toi tu chantes, je chante, etc., on voulait pas se limiter. Donc, je pense que ce serait prématuré. On serait plutôt pour l'instant à se concentrer sur le studio. Et si ça intéresse un auditoire, ce qui commence à être gentil, à petite échelle le cas, que le deuxième effort permet aussi qu'on ait un label derrière, puisque pour l'instant, on a choisi de partir avec une petite structure parce qu'on avait envie vraiment de se faire un kiff. À ce moment-là, on pourra aborder la scène. Mais je pense qu'aujourd'hui, on serait un peu vert pour attaquer la scène. D'accord. Et tu as Chris de DLP qui a fait une opération sur l'album. Il a fait quoi? Ouais, ça c'est vachement improvisé. C'est sur la chanson que j'évoquais, c'est Naissance du pire partie 2. C'est la plage 7 de l'album. Sur le fameux break, où tu as plein de cris, etc., qui je pense est un de mes passages préférés de l'album. Tu as une voix à la fin qui fait la jonction avec la deuxième partie qui reparle, etc. Et en fait, Chris fait partie des mecs qui gueulent sur cette espèce de magma infernal où on fait du Blue South North avec les voix. Ça s'est improvisé parce que du coup, on était au même concert ensemble à la clé Saint-Germain, justement, la date avec Regarde les âmes tombées de Crown et d'Alpes. On était allé les voir parce que le lendemain, on rentre en studio avec Edgar, donc ça tombait bien. On était allé les voir et du coup on a croisé Chris entre deux concerts et qui nous a dit tiens les gars, parce que c'est lui qui nous avait donné les contacts comme je disais tout à l'heure d'Edgar, du coup je vais passer en studio et l'avant-dernier soir il est passé et puis une chose en emmenant une autre, à un moment donné on s'est retrouvé dans la cabine et il nous a fait le plaisir et l'honneur de faire un feat. C'était cool, c'était grave cool quoi. C'était un peu le délire de gamin qui allait jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est vrai que Dalp, moi, j'écoutais depuis pas mal d'années. En plus, pendant 5 jours, on a beaucoup parlé de ses projets, Omrad, Off, tout ce qu'il a pu faire, et encore 633, le premier album, enfin tout ça. Donc, du coup, ouais, c'était super cool, quoi. C'était très spontané, mais c'est un vrai passionné de musique. C'est un exemple, quoi. C'est un super pro, et en même temps, il dit, ok, je suis là, je prends un micro, je gueule, et est-ce que ça vous fait plaisir? Et je crois que ça nous a fait grave plaisir, quoi. Okay. L'album, on peut le procurer où? Vous pouvez alors essentiellement via Bandcamp, soit sur notre Bandcamp directement du groupe, soit sur celui de Narcoleptica Productions, qui est donc notre label kazakh, et également pour ceux qui veulent via inbox sur Facebook pour vous l'envoyer. Il n'y aura pas de Spotify ni rien, quoi. C'est juste Bandcamp. On s'est vachement posé la question. Aujourd'hui, tu as un YouTube, tu as un SoundCloud. D'ailleurs, la qualité sur SoundCloud, je la recommande puisqu'on est sur des points Wave, alors que sur YouTube, on est sur les MP3. Donc, le son sur SoundCloud est beaucoup plus gros. On a discuté avec TuneCore, etc., pour se faire distribuer. Et en fait, comme pour l'instant, on reste assez underground, si tu regardes, tu as beaucoup de groupes de black, en tout cas, pas mal de ceux que j'écoute qui sont pas en fait sur Spotify et Deezer. Et du coup, on a voulu garder un peu ce côté, aller jusqu'au bout et rester dans l'underground. Donc, pour l'instant, effectivement, on n'ira pas sur ce premier essai sur Spotify ou Deezer. On va certainement être publié sur Black Promotion pour YouTube également, pour essayer d'ouvrir un peu l'auditoire. Mais on reste à l'ancienne, ouais. YouTube, SoundCloud et Bandcamp. Ok. Je vous laisse le mot de la fin pour l'interview.
Bah, vas-y, Elson, je vais te laisser le mot de la fin. Ah bah, merci. Bah, écoute, en tout cas, Virgile, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour un petit peu parler du projet Berlial. C'est une première pour nous et vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un petit peu de monde qui nous permettent de nous exprimer, de présenter ce qu'on a produit et de pouvoir un petit peu en discuter et de le diffuser. Donc, merci à toi. Pas de souci. Merci pour la force, comme disent les jeunes. Et puis, je pense que vous aurez des nouvelles de nous d'ici l'année prochaine. Cette année, je pense on n'aura pas le temps d'avancer, mais on a de la matière. Et peut-être que 2023, ce sera l'occasion, si ce n'est pas un album, peut-être d'un IP. On est en train d'y réfléchir. Ok, ça marche. Bonne journée à vous. Et bonne Salut journée. Virgile, merci beaucoup. Allez, Ciao. ciao.